Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Alors qu'il y avait pas mal de choses sur l'île en ce moment, mais on est content que vous ayez presque rempli la salle, donc merci beaucoup. Et donc moi j'enchaîne juste pour ceux qui ne connaissent pas la théorie d'histoire critique, donc nous on donne la parole à des chercheurs ou des militants qui permettent de mieux comprendre les enjeux politiques actuels et notamment pour mieux comprendre comment se structure le capitalisme, l'extrême droite, etc. Et donc c'est donner des outils de compréhension pour mieux lutter contre les inégalités en général. Et donc c'est pour ça que le livre nous a trouvé, que de Guillaume et de Côme nous a paru très intéressant, parce qu'il permet d'analyser le souvenir jacobin qui existe depuis la Révolution française et qui est encore très présent aujourd'hui. Et que vu qu'il y a une augmentation du discours contre-révolutionnaire, ça nous paraissait intéressant de le... Ah oui, alors ça c'est parce que c'est l'interphone pour que les gens puissent rentrer puisque la MRS est fermée le samedi. Et donc désolé pour les interruptions. Et donc voilà, ça nous paraissait intéressant. Et nous, on n'a pas énormément fait de conférences sur la Révolution française en tant que telle. On avait quand même invité Aurore Chéry, qui est co-autrice avec William Blanc et Christophe Nandin d'un livre sur les historiens de garde. Donc c'était en 2017, c'était la toute première conférence de l'atelier d'histoire critique. Et donc là, pareil, c'était pour analyser le discours des historiens réactionnaires qu'on entend très souvent à la télé. Et en 2018, on avait eu la chance d'avoir Monsieur Lewers, Hervé Lewers, qui avait écrit une biographie sur Robespierre et qui est à l'université de Lille. Et plus récemment, en 2024, avait invité Marc Bélissa, qui a travaillé sur la Révolution française et les colonies. Voilà. Et donc je présente donc d'abord Guillaume Roubaud-Kouachi, donc qui est maître de conférence à l'université de Bourgogne et plutôt spécialiste ou spécialiste tout court, des politisations populaires. Et ensuite, monsieur Comsimien, donc maître de conférence en histoire moderne à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et spécialiste de la Révolution française. Et donc moi, la question bateau, pourquoi avoir écrit ce livre? Pourquoi avoir écrit ce livre? Ce livre, il est parti d'interrogations qui viennent d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, vous y avez peut-être prêté attention ou pas, mais il n'y a quasiment pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un journaliste, un commentateur de l'actualité, un homme ou une femme politique qui utilise les termes de jacobin et de jacobinisme pour évoquer la situation actuelle. Jacobin, jacobinisme pour désigner des politiques ou qualifier des personnes. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est que ces mots-là, quand on les utilise aujourd'hui, d'abord, c'est plutôt dans un sens négatif. C'est rarement un compliment qu'on fait à quelqu'un quand on le qualifie de jacobin ou quand on utilise l'étiquette de jacobinisme. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est que ces mots-là, au fond, ne sont jamais vraiment explicités. On les utilise dans le débat public encore actuel, mais on n'en précise pas forcément le sens comme si ça allait de soi. Effectivement, on comprend plus ou moins instinctivement de quoi il est question, c'est-à-dire que jacobin, jacobinisme, ça renvoie à la centralisation. Le jacobin, c'est le centralisateur, le jacobinisme, c'est la centralisation, et c'est tout un imaginaire qui est véhiculé par ça. C'est Paris, c'est un pouvoir vertical, un pouvoir un peu oppressif des libertés locales, et généralement, dans le débat public, là aussi, tout aussi instinctivement, il y a un miroir inversé du jacobinisme, c'est le girondinisme. Face aux jacobins, il y a les girondins, et là, les girondins, eux, ont plein de vertus. C'est le libéralisme, c'est tout ce qui va bien, c'est la décentralisation, voire le fédéralisme. Et le fait que ce soit, au fond, presque inné, ces étiquettes-là, qu'on les utilise encore aujourd'hui, sans les préciser, était de nature à nous intéresser. Et puis tout ce qui va avec, parce qu'en réalité, quand on parle de jacobin et de jacobinisme aussi, sans qu'on sache a priori trop les choses au point de départ, on comprend que ça nous renvoie à la Révolution française, on rattache vite ces notions-là à une année particulière de la Révolution française, qui est celle de 1793, on rattache vite les notions de jacobin et de jacobinisme à une personne en particulier, Robespierre en l'occurrence, et à l'idée d'une sorte de pouvoir dictatorial venu de Paris, et voilà, qui oppresse. Et donc il nous a semblé qu'il n'était pas vain de reprendre l'enquête et de s'emparer de ces deux mots pour essayer de voir d'où ils venaient
comprenaient quelle était leur histoire, enfin, ce qu'ils désignaient, ce qu'ils avaient pu désigner dans le passé, les sens qui ont pu être les leurs et qui se sont enrichis au cours du temps jusqu'à nos jours, parce que le livre va jusqu'à nos jours, en repartant de la Révolution française, puisque c'est de là que viennent ces mots, et puis en essayant de comprendre un petit peu ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas aussi quand on utilise ces mots qui sont en réalité des faux amis. Hein. On leur fait dire plein de choses qui ont une substance historique pour le moins fragile. Voilà. Bah, merci. Et ça va être une de mes questions après pour expliquer qu'est-ce qu'on entend par jacobinisme et tout. Mais dans le livre, moi, ce qui m'a bien marqué, c'est qu'en fait, je m'étais jamais posé la question pourquoi on disait club. Ah oui. Et donc en fait, d'où cette origine américaine, entre guillemets, du club des Jacobins. Si tu pouvais développer ce côté des sociétés politiques qui ont permis de politiser une grande partie de la population avant la Révolution. Alors juste, je précise, je vais continuer à répondre à la question parce que la question concerne la fin du XVIIIe siècle et que je suis spécialiste de la Révolution française et Guillaume aura tout le temps de parler après. Guillaume est plus spécialiste du XIXe et du XXe siècle, donc à chacun sa période. Et pour répondre à cette question... Peut-être d'un mot que vous compreniez un peu ce qu'on a fait, parce qu'effectivement, en fait, il y a une partie... dans le livre, il n'est pas en deux parties, il est en plusieurs parties en réalité. Mais si on veut, il est quand même en deux parties dans la mesure où il y a un premier temps qui est centré sur les vrais Jacobins, si je puis dire, et leur histoire par-delà tout ce qu'a pu raconter Côme en introduction, c'est-à-dire ce qu'il en reste dans le débat public contemporain majoritaire. Et puis il y a une deuxième, on aurait pu s'en tenir là, mais on s'est dit qu'après tout, ça valait quand même la peine de pousser plus loin dans le sens où ce mot continue d'avoir une histoire, même après que les Jacobins ont été démantelés et dissous, si je peux dire. Donc c'est pour ça que Côme parle de la Révolution et moi de la suite, et c'est pour ça que je suis là, parce que ça continue en fait après le 19e, 20e, 21e. Oui, donc pour répondre à la question d'où viennent les Jacobins, il faut effectivement parler des clubs et commencer par dire que ce mot qu'on utilise encore aujourd'hui et qui est présent encore aujourd'hui, les Jacobins, renvoie à un club pendant la Révolution française, un club politique, c'est-à-dire un lieu pour faire de la politique. Il y avait un club des Jacobins dans la Révolution française, ça a même été le club politique le plus important de la Révolution française. Ce club jacobin était à Paris, rue Saint-Honoré, à Paris, tout près des Tuileries. Et ce club a été fondé, alors on ne sait pas exactement quand, fin novembre, début décembre 1789. Ça, c'est ce qu'on sait, c'est ce dont on est sûr, mais on ne peut pas dire précisément le jour. Et ce qui est incroyable pour un club qui a laissé un tel imaginaire politique qu'on utilise encore ces termes-là, on ne sait pas quel jour exactement. Ce qu'on sait, et ça va permettre de répondre à la question de l'origine américaine de ce club, ce que l'on sait, c'est qui a créé ce club également. Et au point de départ, c'est une centaine de personnes qui ont la caractéristique d'être tous députés. Ce sont des députés qui ont fondé ce club, fin novembre, début décembre 89, et ce sont des députés de l'Assemblée nationale, à un moment où l'Assemblée nationale est toute jeune, ça fait que 6 mois qu'existe l'Assemblée nationale lorsque ce club est créé. Et en fait, l'Assemblée nationale, à peine créée, durant l'été 1789, commence à se diviser entre un côté gauche et un côté droit. Ça, c'est un autre legs de la Révolution française à la vie politique actuelle. Un côté gauche, un côté droit. Le côté gauche, c'est le côté de ceux qui veulent continuer la Révolution, qui estiment que la Révolution, pour l'instant, elle n'a pas encore tenu toutes ses promesses, toutes les promesses des droits de l'homme énoncées dans la déclaration fameuse du 26 août 1789. Et le côté droit, c'est plutôt ceux qui voudraient que la Révolution s'arrête, qu'elle s'arrête vite et que l'ordre revienne. Et à l'automne 89, le côté droit a le vent en poupe, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, c'est le côté droit qui pèse le plus fort, c'est le côté droit qui remporte par exemple les élections pour élire le président de l'Assemblée nationale, c'est le côté droit qui pèse sur, on dirait, l'agenda politique aujourd'hui de l'Assemblée nationale, et le côté gauche qui est un peu en difficulté se demande comment on peut faire pour reprendre la main, peser à nouveau. Et là, il y a les députés du côté gauche, une centaine de députés qui se disent il faudrait qu'on se retrouve et qu'on puisse discuter. Alors c'est très divers le côté gauche, Il y a des gens déjà
plus à gauche que d'autres. Robespierre, par exemple, il est plus à gauche que d'autres. Il y en a qui sont plus à droite que d'autres à l'intérieur du côté gauche, Mirabeau, Lafayette ou des gens comme ça. Mais ils se disent quand même, face au côté droit, il faudrait qu'on puisse un peu discuter avant les séances de l'Assemblée ou après, qu'on puisse s'organiser. Et là, ils se disent, créons un club. Et un club, c'est quelque chose de tout nouveau en 1789. Il y en avait eu quelques-uns avant la Révolution, mais si on avait été juste 10 ans plus tôt, 10 ans avant la Révolution en France, on n'en aurait trouvé quasiment aucun. C'est tellement nouveau un club que quand à la fin du XVIIIe siècle, on écrit la définition du mot club dans les dictionnaires, déjà au milieu du XVIIIe siècle en France, il n'y a pas de définition du mot club dans les dictionnaires, ça apparaît à la fin du XVIIIe siècle dans les dictionnaires, et on précise qu'il faut le prononcer club, parce qu'on ne sait pas trop si ça se dit club, etc. Il faut dire club, et on précise que c'est un mot qui vient de l'anglais, parce que le club est quelque chose qui vient lui-même d'Angleterre. Et effectivement, en fait, les clubs, pour faire de la politique, c'est-à-dire un lieu où se retrouver et discuter de politique, c'est quelque chose qui est né en Angleterre au XVIIe siècle, à la faveur déjà des deux révolutions anglaises du XVIIe siècle. Il y a eu deux révolutions en Angleterre au XVIIe siècle, dont une qui s'est déjà traduite par la décapitation d'un roi au milieu du XVIIe siècle. Et à la faveur de ces révolutions anglaises, des lieux pour faire de la politique se sont créés, qu'on appelle clubs, qui sont des lieux masculins, entendons-nous bien, j'ai de la concurrence, mais donc des lieux masculins où on parle de politique, mais où aussi on peut se divertir, manger, etc. Mais on se retrouve pour parler de politique. Et l'Angleterre possède des colonies en Amérique du Nord, 13 colonies en Amérique du Nord qui vont déclarer leur indépendance en 1776 et s'appeler les États-Unis d'Amérique ensuite, à la faveur de la Révolution américaine. Et comme ces colonies, avant de prendre leur indépendance, étaient des colonies anglaises, eh bien le modèle anglais du club s'y était transposé. Et à la faveur de la Révolution américaine, eh bien des clubs ont aux États-Unis joué un rôle majeur dans la Révolution américaine pour mobiliser la population, pour obtenir l'indépendance du pays. Et donc il y a eu quelques années avant la Révolution une autre révolution, celle des États-Unis, où les clubs ont joué un rôle. Et en France, dans ces mêmes années qui précèdent la Révolution, il y a des gens qui s'appellent du même nom qui prennent pour eux-mêmes le nom de patriotes, ils se disent patriotes, et ils font ça en référence aux révolutionnaires américains qui eux-mêmes s'appelaient patriotes dans la Révolution américaine. Et ces gens qui se qualifient de patriotes en France, juste avant que la Révolution commence, c'est des gens comme Condorcet, par exemple, des gens comme Brissot, qui sera ensuite une grande figure de la Révolution, c'est des gens comme le duc de La Rochefoucauld, qui est un grand noble, mais patriote, libéral, etc. Des gens comme Lafayette, et ces gens-là connaissent très bien la situation anglaise, très bien la situation américaine, et ils savent déjà, ils connaissent déjà le modèle du club, parce que soit ils ont voyagé en Angleterre, aux États-Unis, soit ils sont au fait de ce qui se passe dans ces pays-là. Et ces gens-là, qui se disent patriotes, eh bien, beaucoup d'entre eux sont députés à l'automne 89, et quand ils se disent comment on peut faire pour se retrouver, pour discuter, pour faire de la politique ensemble entre révolutionnaires, entre députés révolutionnaires pour peser sur les décisions de l'Assemblée nationale, eh bien ils se disent après tout, il y a une formule qu'on connaît déjà, qui est déjà pratiquée en Angleterre, déjà pratiquée aux États-Unis, c'est celle du club. Et donc, eh bien, ils étaient en train de chercher une façon de se retrouver et ils vont le faire sous une forme nouvelle qui vient d'Angleterre et des États-Unis, le modèle du club. Et c'est intéressant parce qu'une révolution, mais je vous dis ça aujourd'hui, comme, pour celle de la fin du XVIIIe siècle, comme on pourrait dire ça aujourd'hui, un mouvement révolutionnaire, c'est aussi un temps particulier où on essaye d'expérimenter une logique un peu transversale dans les révolutions, de nouvelles façons de se retrouver, de nouvelles façons de discuter, de nouvelles façons de faire de la politique. Et le club, eh ben, c'est quelque chose de tout nouveau en France à ce moment-là. Et ça semble adapté aux idéaux de l'heure, qui sont ceux de se retrouver pour mettre en application la liberté de réunion, la liberté d'expression, puisqu'un club, on peut le créer sans demander d'autorisation à l'État. Voilà. D'accord. Et ben justement, et en fait, donc en gros, le club des Jacobins, il crée un peu ça, il s'inspire de l'organisation des clubs américains et anglais, mais est-ce qu'ils apportent de la nouveauté? Et en fait, comment ils fonctionnaient vraiment et comment ça se fait, et comment ils fonctionnaient, et c'était quoi leur liaison aussi avec les clubs provinciaux? Oui. Ouais.
Alors en fait, c'est effectivement ce qu'il faut dire, et c'est très bien comme question, ça me permet de préciser, parce que depuis le début, je vous dis, les Jacobins, c'est un club, il est à Paris, il est rue Saint-Honoré. Rue Saint-Honoré, il est dans un ancien couvent qui était le couvent des Jacobins. C'est pour ça que le club s'appelle Club des Jacobins. C'est pas eux qui ont inventé ce nom, en fait, c'était des religieux dominicains qui avaient à Paris un couvent qui s'appelait le couvent des Jacobins, et là, il y avait une salle à louer, et donc les députés ont cherché un endroit où se retrouver. Il se trouve qu'il y avait une salle de libre dans le couvent des Jacobins, et ils se sont retrouvés là pour fonder ce club qui est devenu le Club des Jacobins. Mais en fait, dans les semaines qui suivent, il y a des clubs jacobins qui vont ouvrir. Des clubs jacobins dans un peu toutes les villes du pays. Il y a 350 clubs jacobins qui ouvrent en 1790. Il y a 900 clubs jacobins qui ouvrent en 1791. À l'apogée du mouvement, c'est-à-dire en 1793-94, on dit à ce moment-là l'an 2 de la République. En l'an 2 de la République, il y a 6000 clubs jacobins dans le pays qui sont forts de 500 000 membres. Hein. Imaginez une force politique aujourd'hui qui pourrait compter 500 000 membres, ça en ferait pas lire d'envie quelques-unes. Et bien là, voilà, on est à l'apogée du mouvement. Et à ce moment-là, en l'an 2, on a même des clubs qui ont ouvert dans certains villages, dans certains chefs-lieux de canton, etc. Donc c'est un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur. Et ces clubs jacobins se pensent jacobins, se revendiquent jacobins, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais le club parisien qui a ordonné que ces clubs provinciaux ouvrent. Je dis ça parce qu'au milieu du 19e siècle, le grand historien Michelet parlait de ce monde jacobin en parlant de la machine jacobine. Et dans machine, on retrouve un peu l'idée de centralisation, quoi. Paris décide et puis tout le monde exécute. Mais si c'est Paris qui avait ordonné l'ouverture de clubs en province, il y aurait quasiment eu autant de clubs que de communes, c'est-à-dire plus de 40 000 clubs. Or, il y en a 6 000. C'est-à-dire qu'il y a quand même 84% des communes en France qui n'ont pas de club à l'époque. Pourquoi? Eh bien, je dis ça, c'est pas pour nuancer les choses, hein, 6000 clubs, c'est déjà énorme. C'est une structure politique entièrement neuve qui est née de la Révolution et qui tout de suite atteint des proportions qui sont inédites à l'échelle de l'histoire de France, de l'histoire d'Europe, même de l'histoire, même si on rajoute l'Amérique, tout ça c'est inédit. Mais donc, c'est pas Paris qui a ordonné la création de ces clubs en province, ce sont des révolutionnaires locaux qui ont décidé à leur tour de se doter de structures politiques qu'ils appellent des clubs et qu'ils pensent comme des clubs jacobins, et ils demandent ensuite à s'associer au club de Paris. Et le club de Paris examine pour savoir si oui ou non il veut bien s'associer avec ces clubs. Alors à Lille par exemple, en 1790, un club jacobin est créé et il va demander à s'associer au club des Jacobins de Paris, et il va être associé au club des Jacobins de Paris. Voilà. Mais le Club des Jacobins de Paris pense ça sous la logique de l'association. Association, c'est quelque chose qui se fait entre associés, c'est-à-dire entre partenaires égaux. Et c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que c'est créé localement, et une fois que c'est créé, on demande à s'associer au Club de Paris, qui dit oui, qui dit non, voilà. Mais ces clubs provinciaux, par ailleurs, ensuite, s'associent entre eux. Entre clubs provinciaux. C'est-à-dire que le club de Lille peut décider de s'associer avec le club d'Arras, avec le club d'Amiens, avec, vous voyez, avec d'autres clubs, même le club de Rouen, et puis des fois il s'associe avec des clubs lointains. Guillaume vient de Normandie et de Lisieux, c'est ça. Et le club de Lisieux, dont on parle du coup, parce que quand même, un des auteurs vient de là, est associé avec des clubs aussi bien qui viennent d'Alsace que de Bretagne, que de Corse, etc. Et donc ils sont associés entre eux comme ça. Et ils communiquent entre eux, tous ces clubs. Alors, communiquer entre eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'échangent des discours, qu'ils s'échangent des pétitions, qu'ils s'échangent du courrier, qu'ils s'échangent des journaux, des choses comme ça. Mais si ils échangent entre eux du sens Paris-province, ils le font aussi dans le sens province-Paris, c'est-à-dire qu'au fond, ce réseau jacobin, c'est aussi une façon pour les localités qui ont des clubs jacobins de communiquer avec Paris et de faire entendre vers Paris la voix de la province. Mais par ailleurs, ces clubs communiquent entre eux sur une échelle horizontale, province-province, si vous voulez, et ça fait que ce réseau jacobin, contrairement à l'imaginaire qu'on en a, c'est un réseau politique très décentralisé, où les informations circulent aussi de façon transversale dans le pays. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que ces clubs, ils servent à faire de la politique. Et c'est pour ça qu'ils ont été créés. La Révolution, elle n'est pas limitée à Paris. C'est pas qu'à Paris, parce qu'il y a la prise de la Bastille ou je ne sais quoi, qu'on fait la Révolution. La Révolution, elle est là très vite, dans tout le royaume, dans les villes comme dans les campagnes. La Révolution, elle a créé les municipalités, elle a créé les conseils généraux de département, par exemple. Ça veut dire que des pouvoirs locaux élus, ça veut dire qu'il y a des élections pendant la Révolution, jusqu'en 1792, il y a des élections chaque année. Des élections
élections, ça s'organise si on veut peser dessus quand on est révolutionnaire, surtout qu'à l'époque, on a très vite compris qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas la révolution, qu'on appelle les aristocrates, les contre-révolutionnaires, et donc il faut qu'au moment des élections, on soit un peu organisé si on veut que les révolutionnaires remportent les élections et que ce ne soient pas les ennemis de la révolution qui les gagnent. Les clubs, ils permettent ça, ils permettent de préparer les élections, ils permettent d'essayer de convertir, c'est pas le mot adapté, mais d'enseigner dans une pratique de pédagogie, si vous voulez, de pédagogie politique, d'enseigner les principes révolutionnaires à la population en faisant des sortes de conférences publiques où on discourt sur la révolution, etc. Donc c'est un lieu pour faire de la politique. C'est aussi un lieu, comme c'est un lieu pour faire de la politique, c'est un lieu où beaucoup de personnes sont entrées en politique. Parce qu'avant la Révolution française, l'écrasante majorité de la population du royaume, elle n'était pas conviée à participer aux affaires publiques. Je veux dire, les affaires publiques, il y avait la monarchie, il y avait une couche infiniment réduite de la population qui pouvait être appelée à administrer les affaires communes. Avec la Révolution, on ouvre tout ça. Alors dans un premier temps, c'est du suffrage censitaire, ensuite on va passer au suffrage universel, puis on reviendra au suffrage censitaire, mais même quand c'est le suffrage censitaire au début de la Révolution, c'est plus de 4 millions de personnes d'un coup qui ont le droit de vote, le droit d'être élus, et donc pour tous ces gens qui entrent en politique, puis ce sera plus encore quand ce sera le suffrage universel, alors masculin à partir de 1792, cette entrée en politique, on la découvre aussi sur les clubs, dans les clubs jacobins, où on apprend à prendre la parole pour discuter aussi bien de la vie politique locale que discuter de la guerre ou discuter du procès de Louis XVI. On apprend à faire des pétitions, à voter, à élire. C'est un lieu de découverte de la politique, ces clubs. Voilà. D'accord. Et en termes de... vu qu'il y a des clubs d'un peu partout en France ou même dans les colonies, et c'est toujours à peu près le même profil sociologique ou c'est varié? Alors, ça a évolué surtout, le profil sociologique des clubs jacobins. Au point de départ, des clubs jacobins, on va dire de fin 1789, quand ces clubs apparaissent, jusqu'à l'été 1792, ces clubs sont d'abord dans les villes et sont d'abord fondés par ce qu'on pourrait appeler des élites bourgeoises, si vous voulez, c'est-à-dire des gens qui sont révolutionnaires, qui approuvent la révolution, mais qui appartiennent quand même à la bonne société. Et la bonne société de l'époque, c'est aussi une bonne société révolutionnaire, d'accord, mais des gens qui sont propriétaires aussi et qui craignent les catégories populaires et qui craignent surtout les désordres populaires, en disant voilà, dès que les catégories populaires se mêlent un peu de la politique, ça finit en désordre, en émeute, etc. Et donc on craint beaucoup ce que ces gens appellent la populace. Donc on veut bien faire la révolution, mais entre gens de bien. Et donc comment faire? On crée des clubs pour faire la révolution, parce qu'on est révolutionnaire, mais on veut pas qu'il y ait les catégories populaires dedans. Il y a une façon simple, on crée un club, puis on met des droits de cotisation élevés pour pouvoir être membre. Comme ça, les pauvres ne peuvent pas payer et ils y sont pas. Ça marche jusqu'à l'été 92. À l'été 92, ça change pour une simple et bonne raison, c'est que à partir de 92, la guerre est là, la guerre commence. La guerre de la France révolutionnaire contre l'Europe des princes. Et l'Europe des princes ne souhaite qu'une chose, c'est pas que la France perde, c'est que la révolution disparaisse. Cette guerre, elle n'a pas vocation... Déjà, si on avait été un siècle plus tôt dans une guerre de Louis XIV, et ici dans le Nord on sait de quoi on parle, une guerre perdue par Louis XIV, ça se serait entraîné par une ou deux places fortes à la frontière du Nord qui sont perdues. On perd Lille, on perd Cambrai, on perd des trucs comme ça, bon ok. Mais là, tout le monde sait que si la guerre est perdue par la France révolutionnaire, c'est pas une ou deux places fortes qui seront perdues, c'est l'ancien régime qui va revenir. C'est la révolution qui disparaît, c'est la liberté, l'égalité, les droits de l'homme qui disparaissent. Donc il y a un enjeu essentiel. Au point qu'à l'été 1792, l'Assemblée nationale déclare la patrie en danger. La patrie en danger, ça veut dire la révolution en danger dans le langage de l'époque. Il faut sauver la révolution. Et à ce moment-là, on peut plus faire... Il faut d'autant plus sauver la révolution qu'à l'été 92, la guerre a commencé, je vous l'ai dit, mais la guerre se passe très mal. Les Autrichiens et les Prussiens ont pénétré à l'intérieur de la France, menacent Paris, on imagine déjà Paris assiégé, on imagine déjà que c'est fini. Donc on déclare la patrie en danger, il faut se mobiliser, et dans ce cadre-là, il faut faire appel à toutes les bonnes volontés, tous ceux qui veulent bien sauver la révolution. Et donc, y compris
s'ils n'ont pas la fortune nécessaire pour pouvoir acquitter le sens qui vous fait électeur. Voilà. Donc on commence à ouvrir les portes à des gens qui sont de catégories plus populaires, et ces portes, une fois ouvertes, elles ne se referment pas, et c'est ce qui explique que le paroxysme du nombre de clubs soit atteint en 93-94. À ce moment-là, il y a rentrent dans les clubs jacobins des ouvriers des faubourgs, des paysans dans les campagnes, et c'est aussi pour ça que des clubs ouvrent dans les campagnes. Par contre, sociologiquement, donc le mouvement se démocratise. Majoritairement, désormais, ce sont des classes plus populaires qui fondent cette sociologie jacobine. Néanmoins, les postes de commandement, c'est-à-dire de direction des clubs, demeurent assez largement tenus en réalité par les bourgeoisies urbaines à ce moment-là. Et justement, vu qu'il y a une évolution du profil sociologique, est-ce qu'on voit clairement une évolution de la vision sociale, politique et économique du Club des Jacobins entre leur création et 1794, où il y a une ligne politique qui ne bouge pas vraiment, où tous ces événements favorisent la création de courants qui s'affrontent, et donc là on aboutit à la scission jacobin-girondin. Ok. Ce qui est intéressant dans la question, c'est que vous évoquez est-ce que la ligne ne bouge pas ? Et c'est la notion de ligne qu'il faut qu'on questionne. Nous, l'idée qu'il y ait une ligne au sein du mouvement jacobin, on a vite fait de lui donner un nom a priori, et on appellerait ça le jacobinisme. Et ce jacobinisme, tout le reste dont on est parti au début de cette rencontre revient. C'est-à-dire que ce jacobinisme, on imagine une ligne assez centralisatrice en matière d'organisation des pouvoirs, etc. En réalité, cette idée même qu'il y ait une ligne jacobine pose de nombreux problèmes. Nous, on s'en est rendu compte en écrivant le livre. D'abord, le mot jacobinisme n'est jamais employé par les jacobins à l'époque. Ils n'utilisent pas un terme qui serait jacobinisme pour désigner ce qui les réunit, et ils ne désignent pas une sorte d'idéologie qu'ils auraient en partage qu'ils qualifieraient de jacobinisme. Le mot existe à l'époque. Mais en réalité, ce mot, il apparaît en 1791, donc il est vraiment là à l'époque où il y a des jacobins, incontestablement. Mais ce mot est forgé par les contre-révolutionnaires. Et il est forgé en 1791, non pas pour désigner la centralisation ou des choses comme ça. Le terme de jacobinisme, quand il apparaît en 1791 sous la plume des contre-révolutionnaires, c'est comme synonyme de révolution et de révolutionnaire. Le jacobinisme, il l'utilise d'emblée comme façon de désigner la révolution et ceux qui sont pour la révolution, c'est-à-dire les révolutionnaires, et c'est donc tout ce que détestent les contre-révolutionnaires, et donc jacobinisme, pour eux, c'est un terme de la dénonciation politique. Pour eux, c'est une calomnie d'utiliser le terme, quand ils le forgent, c'est pour condamner ce qu'ils nomment ainsi. Donc, jacobinisme égale révolution. C'est ce que posent les contre-révolutionnaires. Et ceux qui ont choisi la révolution, c'est-à-dire les révolutionnaires. La deuxième chose qu'il faut dire, alors une fois qu'on a dit ça, et je le dis quand même parce que quand on utilise le terme de jacobinisme aujourd'hui, on utilise donc un terme qui a été forgé par la contre-révolution. Et la contre-révolution, c'est quand même la matrice historique de l'extrême droite en France. Donc voilà. Bien. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a une ligne jacobine et est-ce qu'elle évolue ? Eh bien, on s'est heurté à une difficulté. Pendant 2 siècles, on a parti du principe qu'il y avait une idéologie jacobine, une ligne jacobine. En réalité, ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois que les historiens parlent de jacobinisme comme idéologie, tous essayent d'en proposer les contours, c'est jamais un peu exactement pareil, ils ont du mal à cerner le truc, et donc ils y mettent plein de choses, des fois ils en oublient, des fois ils en rajoutent, et puis à la fin ça fait un truc flou. Or quand on regarde en réalité, surtout ce qui est évident, c'est que si on adhère à un club jacobin, c'est qu'on partage des choses avec ceux qui sont membres du même club jacobin. Ok, ça c'est évident. Ces choses qui les rassemblent, on peut les identifier sans problème. Le principe de la liberté, tout le monde est d'accord dans un club jacobin avec ça. Le principe de l'égalité, tout le monde est d'accord avec ça dans un club jacobin. La fraternité, pareil. L'idée que la fraternité, c'est d'abord quelque part une forme d'amitié entre les... Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec le grand principe essentiel également de l'unité et de l'indivisibilité de la nation. Les jacobins sont tous d'accord avec ça. C'est quoi l'unité et l'indivisibilité de la nation ? C'est pas la centralisation verticale et oppressive, c'est le principe qu'il y a une nation, que cette nation est souveraine, que cette nation se choisit des représentants qui forment
un pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, qui adopte des lois en tant que représentant de la nation, et ces lois doivent s'appliquer partout de la même façon, qu'on soit dans l'Artois, en Bretagne, dans le Languedoc, etc., parce qu'il y a aussi un principe d'égalité devant la loi, et si la loi s'applique de façon différente entre les endroits, aller mettre de l'égalité là-dedans. Bien. Mais ces principes-là, tout le monde est d'accord avec. Mais il y a deux choses à remarquer. D'abord, on ne met pas le même sens dans ces mots-là selon qu'on est en 1789 ou en 1793. Prenons l'idée d'égalité. L'égalité, pour les Jacobins qui fondent le club à la fin de l'année 1789, c'est d'abord l'égalité en droit. D'abord l'égalité en droit. Ok, une vision de l'égalité qui est déjà importante par rapport à l'Ancien Régime, qui est un monde qui lui repose sur l'inégalité entre les hommes. Là, on pose qu'il y a une égalité en droit. Ok. Mais c'est tout. En 1793, ce même principe d'égalité, désormais, quand on est membre d'un club jacobin, on l'entend également comme synonyme de suffrage universel. Si on est égaux en droit, alors tout le monde doit pouvoir voter. Alors, précisons que dans ces clubs jacobins qui sont quand même essentiellement masculins, tout le monde pense l'égalité, enfin le suffrage universel masculin en réalité, plus que le suffrage universel tout court. Mais quand on dit égalité, on pense également désormais par exemple à l'abolition de l'esclavage. Et ce n'était pas quelque chose auquel on pensait en 1789. Quand on dit égalité en 1793 dans un club jacobin, on pense également à une dimension sociale de l'égalité qui était beaucoup moins présente en 1789. Et ça veut dire que beaucoup entendent dans égalité ce que vont par exemple défendre des gens comme Robespierre et Saint-Just, qui est l'idée qu'il y a un droit à l'existence. Ce droit à l'existence, c'est pas ambiance manif pour tous de ces dernières années, hein. Précisons bien, le droit à l'existence, c'est l'idée que défendent Robespierre, Saint-Just, mais plein d'autres militants révolutionnaires qui d'ailleurs ne sont pas tous jacobins. C'est cette idée que le premier droit des hommes en société, c'est pas la liberté ou l'égalité. Le premier droit des hommes en société, c'est le droit de vivre. C'est-à-dire le droit à l'existence, c'est-à-dire plus exactement le droit d'accéder aux denrées de première nécessité qui vont vous permettre de vivre. Parce que si vous pouvez pas vivre, bah ça vous fait une belle jambe d'être libre et égal en droit à tous les autres. Pour pouvoir être libre et égal en droit à tous les autres, il faut commencer par pouvoir se nourrir. Voilà. Et donc c'est l'idée que, eh bien, soit vous pouvez avoir un travail pour satisfaire vos besoins essentiels, soit si vous n'êtes pas en mesure de travailler, eh bien, la nation, par l'intermédiaire de l'État, doit pouvoir vous porter assistance. Donc là, vous voyez, la notion s'est enrichie. Pourquoi est-ce qu'elle s'est enrichie, la notion d'égalité? Parce que la Révolution elle-même s'est développée, s'est déployée, et elle a ouvert des potentialités qui n'étaient même pas encore véritablement pensables en 1789. C'est aussi le propre des révolutions, hein. On ouvre les possibles, et puis, chemin faisant, tout ça s'enrichit. Bien. Mais une fois qu'on a posé ça, on se trouve face à une difficulté, c'est qu'en réalité, les Jacobins ne sont pas les seuls à partager ces opinions. Par exemple, le droit à l'existence, c'est quelque chose qui est puissamment monté par en bas, par le mouvement populaire révolutionnaire, ce qu'on appelle les sans-culottes. Or, la plupart des sans-culottes ne sont pas membres des clubs jacobins. Ils sont alliés stratégiquement pour des raisons politiques avec les jacobins, mais ils ne sont pas membres même des clubs jacobins, les sans-culottes. Par ailleurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, l'idée de droits sociaux, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas jacobines pendant la Révolution qui sont d'accord avec ça. Un autre grand club, par exemple le club des Cordeliers à Paris, où il y a Marat, Danton, un temps, etc., bon, eh ben, ils sont d'accord avec ça. Même les Girondins qu'on oppose aux Jacobins sont d'accord avec ça en réalité. Alors, ce qu'il faut dire ici, c'est oui, mais on sait bien qu'il y a une opposition jacobin-girondin, on le sait, puisqu'encore aujourd'hui, on utilise cette opposition jacobin-girondin. Pour comprendre cette opposition jacobin-girondin, il faut se situer au moment précis où elle a lieu, et elle a lieu très précisément de l'automne 1792 au printemps 1793. L'opposition jacobin-girondin, c'est un truc qui dure même pas un an, d'accord, dans la Révolution. Automne 92, printemps 93. Ça se passe au moment de ce qu'on appelle la Convention nationale. La Convention nationale, c'est l'Assemblée nationale qui a été élue en septembre 1792, et cette Convention nationale, c'est celle qui a aboli la royauté, fondé la République, jugé Louis XVI et condamné Louis XVI à mort. C'est celle aussi dans laquelle on retrouve des gens comme Robespierre, Danton et d'autres, et qui vont mettre en place un état d'exception en l'an 2 de la République qu'on appelle communément la Terreur. Bien, et bien cette convention nationale, elle est composée d'un côté droit, qu'on appelle les Girondins,
Ces Girondins, c'est le côté droit, mais c'est pas des contre-révolutionnaires, hein, c'est des révolutionnaires, des républicains sans problème, mais c'est le côté droit de cette Convention nationale. Et il y a un côté gauche qu'on n'appelle pas les Jacobins, mais les Montagnards. Les Montagnards. Bien. Et donc cette convention est divisée politiquement comme ça. Et donc, à partir de l'automne 92, il y a un conflit entre, en réalité, pas seulement Jacobins Girondins, mais entre Jacobins et Montagnards qui se soutiennent ensemble sans que Montagnards et Jacobins soient exactement la même chose, et Girondins de l'autre. Sur quoi repose ce conflit? Première chose à dire, les Girondins ont tous commencé par être membres du club des Jacobins. C'est-à-dire qu'avant d'être Girondins, tous les Girondins ont été Jacobins. De 1789 jusqu'à l'automne 1792, toutes les grandes figures girondines étaient membres du club des Jacobins à Paris ou dans les clubs jacobins de province. Et à l'automne 92, ils quittent le club jacobin de Paris ou les clubs jacobins de province, où ils en sont expulsés. C'est-à-dire, s'ils les quittent ou ils en sont expulsés, c'est-à-dire qu'il y a une rupture. Sur quoi se fonde cette rupture? Elle ne se fonde pas sur la question de la centralisation du tout. Elle se fonde sur la question du rapport aux sans-culottes, c'est-à-dire aux militants révolutionnaires parisiens en particulier. Les Girondins, qui sont des révolutionnaires et des républicains, qui défendent l'idée que la République est une et indivisible, qu'il faut des droits sociaux et des choses comme ça. Ils disent, par contre, les sans-culottes de Paris, ils prennent trop d'importance dans la vie politique nationale, avec leurs insurrections, leurs manifestations de rue, ils pèsent trop lourd. Maintenant, il faudrait canaliser tout ça et contrôler ce mouvement sans-culottes qui prend trop d'importance. Les Jacobins, eux, et les Montagnards également pensent au contraire qu'il faut s'allier aux sans-culottes parce qu'on est à un moment où la République vient d'être fondée, que la République est en guerre contre toute l'Europe, que toutes les frontières sont franchies par les ennemis, que depuis le printemps 93, la guerre civile a commencé dans le pays, c'est la Vendée, la guerre de Vendée, qu'à l'été 1793, il y a un département sur deux qui ne reconnaît plus l'autorité de l'Assemblée nationale. En gros, tout fout le camp. La République est en extrême danger. L'extrême danger, il faut donc la sauver. Sauver la République, c'est ce qu'on appelle le salut public. Il faut assurer le salut. Et dans ces conditions-là, on peut là aussi pas faire la fine bouche. Il faut s'allier à tous ceux qui veulent sauver la République, y compris les sans-culottes. Donc il y a une divergence politique, mais qui est importante. Est-ce qu'on s'allie au mouvement populaire ou est-ce qu'on ne le fait pas? Les Jacobins, oui. Les Girondins disent non. Et c'est là-dessus que se fait la rupture entre Jacobins et Girondins. Bien. Oui, mais vous allez me dire, il y a quand même la question de la centralisation. Jacobins-Girondins. Sinon, on ne dirait pas encore Girondins décentralisateurs, Jacobins centralisateurs. Il y a une façon simple de répondre que cette histoire de Girondins décentralisateurs et de Jacobins centralisateurs, c'est n'importe quoi. C'est de rester au moment de l'opposition Jacobins-Girondins, Convention nationale. On est à un moment où, la royauté ayant été abolie, il faut changer la Constitution. Parce que la Constitution précédente est une Constitution monarchique. Là, le pays étant devenu une République, il faut refaire la Constitution, une Constitution pour la République. C'est le travail de la Convention nationale, cette Assemblée nationale dont on a parlé il y a un instant. Elle commence à siéger en septembre 92 et à ce moment-là, elle est dominée par les Girondins, donc le côté droit. Pour faire une Constitution, la Convention nationale se dote d'un comité de constitution, c'est comme les commissions parlementaires d'aujourd'hui, si vous voulez, donc un comité de constitution qui, comme l'Assemblée nationale est dominée par les Girondins, ce comité de constitution est dominé par les Girondins. Et donc les Girondins se mettent au travail pour réfléchir à une constitution républicaine. Et comme c'est pile au moment où s'opère la rupture avec les Jacobins, les Jacobins se disent non mais ça va pas cette histoire, on va se retrouver avec une constitution des Girondins, et nous, on va pas être d'accord. Donc il faut qu'on réfléchisse à une constitution des Jacobins. Et donc le club des Jacobins à Paris, sur une proposition de Danton, se dit on va faire dans le club des Jacobins un contre-comité de constitution qui va réfléchir à une constitution républicaine mais des Jacobins. Et dans ce contre-comité entre toutes les grandes figures jacobines de l'époque, tous les théoriciens du monde qu'on veut jacobins, Robespierre, Saint-Just, Danton, Collot d'Herbois, Couthon, ils sont tous là-dedans. Février 93, le comité de constitution de l'Assemblée nationale dominé par les Girondins a fini son travail et présente un projet de constitution qui a été composé par Condorcet. Et le contre-comité des Jacobins ne produit rien, ne se met pas au travail, n'aboutit à aucun résultat. Pourquoi? Pas parce qu'il flemmarde,
Simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, les Jacobins. Ils ne sont pas d'accord entre eux sur la Constitution, c'est-à-dire comment on organise des pouvoirs à l'intérieur de l'État, leurs rapports entre eux, leurs limites entre eux, etc. Vous n'avez qu'à prendre deux Jacobins qui sont parmi les plus célèbres et aussi les plus proches politiquement de l'époque, Saint-Just et Robespierre. Ils vont tous les deux au printemps 93 présenter leur propre projet de constitution, alors que tous deux sont membres du contre-comité jacobin de constitution. Mais chacun présente leur propre projet en leur nom propre, et c'est pas les mêmes. Il y a des différences assez importantes, parce qu'en fait, ils ne sont pas parfaitement d'accord entre eux-mêmes. Bien. Par contre, si on ouvre le projet de Condorcet, qui est le projet des Girondins, on voit quoi ? Dès le début, c'est marqué « La France est une république une et indivisible. La même loi devra s'appliquer partout, sans pouvoir être interprétée localement. Pour que la loi s'applique, le pouvoir exécutif aura des relais, les conseils généraux de département, les municipalités qui seront élus, qui auront les mêmes compétences où qu'on se trouve dans la République, le même nombre d'élus, qui seront désignés de la même façon. Et même si une municipalité sur le terrain veut lever un impôt local, elle devra demander l'autorisation au département qui lui-même devra obtenir l'autorisation des ministres. Autrement dit, la constitution des Girondins est hyper centralisatrice. Les Girondins sont centralisateurs. Par contre, Robespierre et Saint-Just, dans leur projet de constitution, ils disent, ils réfléchissent à plein de choses et ils ont au moins un point commun, tous les deux, ils disent, franchement, il faudrait que l'État fiche un peu la paix aux communes, que les communes puissent s'administrer un peu librement. Donc si on doit provoquer, en sortant de cette salle, retenez que les Girondins étaient centralisateurs et qu'il y avait des propositions décentralisatrices chez quelques grandes figures jacobines de l'époque. Voilà. D'accord, bah, ça tombe bien parce que je voulais poser des questions sur les différents courants. Donc, ok, bon bah. Et une dernière, peut-être pas. Alors c'est une citation de Jean-Clément Martin et plutôt sur la vie, parce que on entend parler des Jacobins. Les Jacobins, c'est forcément la terreur, mais les Girondins, en fait, c'était eux au départ qui étaient beaucoup plus violents. Enfin, qu'on lançait, parce que la citation, c'est faute de porter un vrai projet politique et parce qu'ils emploient un vocabulaire radical et désaccordé avec leurs pratiques. Les Girondins perdent leur capital de confiance et se retrouvent peu à peu assimilés aux ennemis de la nation. La violence qu'ils ont voulu utiliser à leur profit en lançant le pays en guerre et en confirmant la révolution comme une croisade populaire se retourne contre eux et les discrédite à jamais. Et donc sur le côté, ça c'est la première fois que j'entendais que les Girondins en fait avaient utilisé aussi à un moment donné la violence populaire pour... Alors, est-ce que tu es d'accord ou pas ? Oui, je suis d'accord avec Jean-Clément Martin, il n'y a pas de problème. Ils ont aussi utilisé, alors avant de dire que les sans-culottes parisiens, il faudrait un peu faire retomber la pression, ils ont quand même, au moment où ils étaient en position de force, essayé de les utiliser eux-mêmes, les sans-culottes parisiens, pour faire avancer leur cause, notamment à la toute fin du printemps 1792. Mais ensuite, ils seront plutôt pour les désamorcer politiquement, les sans-culottes parisiens. Par ailleurs, il est vrai, et Jean-Clément Martin a parfaitement raison, que c'est les Girondins qui ont quand même tout fait pour que la France entre en guerre en 1792. Ils étaient persuadés que la guerre se passerait bien parce qu'un peuple de citoyens combattant au nom de la liberté ne pouvait qu'être supérieur à des armées de tyrans et de despotes étrangers. Or, la guerre se passe très vite, très mal. Et donc, ils ont poussé à la guerre se passe mal. La guerre se passe mal, il va falloir adopter des mesures d'exception pour sauver la Révolution puis la République. Adopter des mesures d'exception, adopter un état d'exception en situation de guerre, c'est-à-dire adopter des politiques de guerre par temps de guerre qui suspendent au fond la Constitution et la légalité constitutionnelle et restreignent les libertés, c'est ce qu'on va faire pendant la Révolution, ce qu'on va faire pendant la Première Guerre mondiale aussi. Je veux dire, c'est pas le propre spécifiquement de la Révolution française. Mais ce qui est intéressant, c'est donc que les Girondins ont joué un rôle important dans le déclenchement de la guerre, et d'ailleurs les Girondins s'étaient opposés à Robespierre. Robespierre disait non mais la guerre, ça va mal finir si on déclare la guerre. Robespierre avait été un peu plus prévoyant. Et comme la guerre commence quand même et qu'elle se passe mal, au printemps 93, on commence à adopter tout un ensemble de mesures d'exception qui dérogent à la loi commune. Les premières d'entre elles, c'est d'établir un tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire un tribunal qui juge de crimes politiques et qui n'a que deux verdicts possibles, l'acquittement si vous êtes innocenté, ou la peine de mort si vous êtes coupable, et la peine de mort donnée dans les 24 heures. Voilà. Or, ce tribunal révolutionnaire, il est créé à l'époque
où dominent encore les Girondins à la Convention nationale. Autre mesure d'exception qui suit, la création de comités d'exception, si vous voulez, au sein de l'Assemblée nationale, dont le plus célèbre est le comité de salut public. Le comité de salut public est créé en avril 1793, à un moment où les Girondins dominent encore, effectivement. Les Girondins eux-mêmes n'ont pas hésité à demander à ce que des opposants politiques à eux passent devant le tribunal révolutionnaire de Paris et soient condamnés. Au mois de mai 1793, juste avant leur chute, les Girondins essayent de renverser Marat, qui est un montagnard, qui est jacobin, etc., et qui essaie de l'envoyer au tribunal révolutionnaire. Donc l'idée qu'on puisse utiliser une contrainte d'État pour des raisons politiques, les Girondins, oui, ont eu recours également. Une autre question, ça va être plutôt peut-être pour toi, Guillaume. C'est, donc là, on a fait un topo sur les Jacobins et le contexte politique de la Révolution française. Et en fait, donc dans l'imaginaire collectif, tout le monde est au courant qu'on fait le lien jacobin-montagnard, centralisation, jacobin-montagnard et dictature répressive. Et en fait, est-ce que ces amalgames et les clichés qu'ils charrient, en fait, ça ne veut pas dire que la contre-révolution a gagné la bataille de l'opinion depuis 1794 ? Ah, c'est une question amusante. Je vais répondre sur les terres de notre ami Côme, parce qu'il manque la jonction. Parce qu'une fois qu'on a fait la démonstration que les Jacobins n'étaient pas des centralisateurs, n'étaient pas des théoriciens de la centralisation, n'étaient pas des praticiens de la centralisation, il reste à se demander quand même, mais quand apparaît cette espèce d'association ? Et en fait, elle apparaît post-mortem, mais peu post-mortem. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous souvenez un peu comment ça se termine ? Évidemment, il y a plein de dates, plein de faits, c'est dur l'après-midi, un samedi, ça fait c'est dense, la Révolution, beaucoup de choses vont vite. Mais en gros, vous vous rappelez que il y a Robespierre et ses amis se retrouvent à un moment rapidement éliminés, puisqu'eux, ils passent pas par le tribunal révolutionnaire, ils sont pas jugés, il y a une constatation d'identité et ils sont exécutés. C'est un crime politique de masse qui se déroule en Thermidor, qui donne le nom à ceux qui vont diriger ensuite, qu'on appellera les Thermidoriens. Et donc, c'est eux, c'est les Thermidoriens. Qui sont les Thermidoriens ? Qui sont des montagnards, c'est-à-dire, si vous avez suivi, vous vous rappelez ce qui a été dit il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt, normalement, censés être la gauche de cette convention nationale. Et donc, c'est les montagnards qui tuent d'autres montagnards. C'est ça, Thermidor, au départ. Alors après, la machine s'emballe et ça va avoir beaucoup de conséquences politiques et sociales. Ça veut dire que la France va aller sérieusement vers la droite, si je peux dire, du point de vue de ses pratiques sociales et démocratiques. Mais en tout cas, Thermidor, c'est ça. C'est des montagnards qui tuent des montagnards. Et donc, il faut bien essayer de justifier ce coup de force, parce que quand même, c'est pas évident quand même de pouvoir faire ce genre de choses. Et cette justification, elle va être notamment portée par Barère, et donc une des plus célèbres figures de ces montagnards, et qui va mettre en avant plusieurs aspects. D'une part, le fait que Robespierre, il fallait s'en débarrasser parce que c'était un tyran qui avait mis en place un système de la terreur. Ce système de la terreur, il reposait sur une centralisation absolue. Et quel était le levier de cette centralisation ? C'était le club des Jacobins. Voilà, en gros, c'est ça l'association Robespierre égale Jacobin égale terreur, système de la terreur égale centralisation. C'est une opération qui suit les jours de l'exécution de Robespierre. Bien. Et donc, c'est pas la contre-révolution, si je puis dire. C'est pas la contre-révolution, ce sont les montagnards. Alors, je parle imprudemment à côté de Côme, mais il ne bouge pas, c'est que ça a l'air d'avoir été à peu près correct. Et puis sinon, vous avez le livre où les choses sont écrites de manière tout à fait ajustée. Donc, ça, c'est ce qui permet de comprendre l'association. Et après, effectivement, cette association, elle court jusqu'à nos jours, en réalité, puisqu'effectivement, souvent, quand on pense Jacobin, on pense Robespierre, on pense terreur, centralisation, et réciproquement. C'est une sorte de circulation de l'un vers l'autre. La terreur, c'est Robespierre, Robespierre, c'est la terreur, les Jacobins, c'est Robespierre, Robespierre, c'est les Jacobins. Alors que vous avez bien vu que c'était plus compliqué que ça. Et donc, est-ce que c'est une victoire de la contre-révolution ? En fait, non en 94, et non pour ce qui est notre vision dominante d'aujourd'hui, qui n'est pas vraiment complètement, celle de la contre-révolution, mais qui a pris son caractère dominant, en réalité par une autre offensive qui vient plutôt de la gauche, dans les années 60-70, mais là c'est un peu mystérieux, sauf si tu as d'autres questions avant qui nous permettront de couvrir cette longue période, mais je vous laisse avec ce mystère pour l'instant. Voilà. Moi ça faisait passer, après justement c'était en réponse, c'est comment, dans le livre tu as divisé en fait le souvenir des Jacobins au sein des mouvements de gauche en différentes périodes. C'est vrai.
Est-ce que tu pourrais faire une petite synthèse sur Allez, comment la j'y gauche vais. vit avec ce souvenir et comment il se l'approprie, comment on l'utilise, mais de façon un peu désincarnée des fois Absolument, je vais y aller. Et donc là, vous êtes déjà bien cuit, donc on va en rajouter encore un petit peu, parce que là, vous êtes cuit avec quelques années. Hein. Moi, je vais faire 2 siècles d'un coup, donc ça va déménager un peu. Alors, on y va. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'en 94, les chefs jacobins, entre autres casquettes, sont donc éliminés, et surtout le club des jacobins est démantelé. C'est fini, il n'y a plus de club des jacobins. C'est interdit, il n'y en a plus. Bon. Donc pourquoi est-ce qu'on continue, si je puis dire en réalité, ça repart à la flamme jacobine, c'est-à-dire la référence aux jacobins, l'affiliation, l'autodéfinition comme jacobin, ça repart au moment de 1830. Alors 1830, bon, qu'est-ce que c'est? Alors, bon, on résume à grands traits, donc vous avez eu la Révolution, vous avez eu sur cette espèce d'accélération démocratique et sociale qui se fait entre autres choses dans ces années 93-94, et vous avez Thermidor qui est le point de départ d'une sorte de reflux quand même, hein. On va, du point de vue démocratique et social, des ambitions en matière scolaire, des ambitions tous azimuts qui reculent, si vous voulez, de ce point de vue-là. Le suffrage censitaire qui revient, enfin, vous voyez, tout ce qui était gagné repart, hein. Voilà. Vous vous rappelez ensuite Napoléon, qui arrive, et qui finalement, ben voilà, finit par être vaincu. Et donc, ben voilà, ce qu'il craignait depuis le départ advient, c'est-à-dire que les monarchies coalisées ayant vaincu Napoléon, eh bien c'est le retour, c'est une tentative de retour à l'ancien régime, ce qu'on appelle la restauration, avec l'ambition de renouer la chaîne des temps. On referme cette malheureuse parenthèse et l'ambition est de revenir à la situation antérieure. Dès lors, bah écoutez, on se dit à ce moment-là que le 89, ça n'est pas de l'histoire. 89, c'est un projet politique. Et donc, s'ils ont défait 89, bah, il faut refaire 89. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, 1830, à bien des égards, il apparaît comme les contemporains, comme une réédition de 89. Ils ont voulu le défaire, et bien on recommence. Donc, 1830, c'est ça. Mais c'est, à certains égards, vraiment ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la mesure où 89 ne met pas en place une république, vous le savez. 89 met un terme à la monarchie absolue, mais vous avez une monarchie quand même qui se met en place, mais avec... c'est pas la même. Bon, voilà. Eh bien, 1830, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous n'avez pas la République, vous avez la monarchie dite de Juillet qui va s'installer, avec un roi qui n'est plus le roi de France, mais qui devient le roi des Français, c'est Louis-Philippe Ier, il n'y a plus de fleurs de lys, c'est toute la chanson, on nous remet un drapeau tricolore, enfin vous voyez, bon. Simplement, comment dire, le problème pour les gens normaux, qu'ils aient vécu ou pas la Révolution et qu'ils en aient un souvenir précis ou non, le problème c'est que les conquêtes sociales et démocratiques qui avaient pu correspondre notamment soit au discours, soit à la pratique de ce qui avait été fait en 93-94, le suffrage universel masculin, d'un certain nombre de conquêtes et d'ambitions en matière démocratique ou sociale, eh bien, tout cela n'est pas du tout à l'ordre du jour avec la monarchie de Juillet. C'est-à-dire que là, ceux qui ont fait la monarchie de Juillet, la plupart veulent s'en tenir là. Et donc, les questions économiques et sociales et, comment dire, démocratiques ne sont pas à l'ordre du jour. C'est suffrage censitaire et il n'y a pas d'ambition de progrès social massive. Pensez même à une chose précise, c'est que les années 40 pour le 19e siècle, c'est déjà un moment d'affirmation de la révolution industrielle et du capitalisme, et que vous connaissez la fameuse phrase qu'on attribue à Guizot, vous savez, enrichissez-vous, vous vous souvenez. Donc voilà, donc c'est pas du tout le moment où on va se dire des grandes ambitions démocratiques et sociales. Donc, pour une partie importante des révolutionnaires, de ce moment-là et de ceux qui aspirent à un changement social et démocratique pour le plus grand nombre, eh bien, ils vont sortir non pas comme aïeuls, mais comme identifiants politiques les Jacobins et en particulier Robespierre. Le vrai, le faux, peu importe. En tout cas, c'est ça qu'ils vont mettre en avant, si je peux dire. Ils vont sortir cette figure-là, et notamment le projet de déclaration des droits de 1793, le discours de Robespierre qui l'accompagne, qui ne sont pas distribués comme des fascicules pour, je sais pas quoi, moi, pour les étudiants dans une démarche d'éducation populaire, mais qui sont distribués comme des tracts, si vous voulez, comme des éléments politiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une identité jacobine qui, pour les partisans
du progrès social et des conquêtes démocratiques, eh bien, s'installe chez des révolutionnaires dans les années 1830. Et pourquoi ça prend d'autant mieux qu'en face, parce que effectivement on retrace la gauche, mais on retrace aussi les discours hostiles aux Jacobins. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que pour vous, l'idée démocratique paraît évidente, et donc on ne peut pas être libéral et ne pas être démocrate. Mais c'est archi faux. Le 19e siècle est rempli de libéraux qui ne sont pas démocrates. Je vous rappelle qu'au Royaume-Uni, qui est la terre du libéralisme tant qu'on en voudra, il n'y a pas de suffrage universel pendant l'essentiel du 19e siècle, je vous le rappelle. Enfin, universel vraiment, évidemment, mais universel masculin non plus, je vous le rappelle. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'idée que, après tout, quelqu'un qui a fait la démonstration de ses capacités, c'est-à-dire qui a de l'argent et qui est propriétaire, et quelqu'un qui n'en a pas fait la démonstration parce qu'il est illettré, l'idée que ces deux-là valent la même chose et doivent avoir le même droit politique, c'est pas du tout évident pour toute une partie de la bourgeoisie de cette période-là. Pas du tout évident. Et donc, eux, ils vont au contraire argumenter contre, ces jeunes révolutionnaires, ou ces révolutionnaires plus ou moins jeunes, qui se revendiquent des Jacobins, en disant, bah oui, vous êtes effectivement des Jacobins, parce que vous êtes partisans de ce genre de démagogie qui est assez lamentable. Donc en fait, il y a le contenu qu'on met derrière le mot jacobinisme dans les années 30, il peut être le même qu'on soit pour ou qu'on soit contre, si vous voulez, vous voyez, en l'associant à une ambition démocratique, une ambition sociale. En disant d'un côté c'est ce qu'il faut, et en disant de l'autre, mais ce serait le monde, ce serait le chaos, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça joue, si je peux dire, positivement, pour fixer cette espèce de définition jacobine comme étant les partisans d'une démocratie avancée et de droits sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qui se noue à ce moment-là et qui va continuer en assez longue période. Cependant, puisque tu veux que je vais balayer un peu vite, j'accélère un peu, cependant, ils vont se retrouver confrontés à au moins 3 problèmes, ces nouveaux jacobins. Le premier problème auquel ils vont être confrontés, c'est quand on va en faire 2, parce que sinon je vais être trop long. On va en faire 2. Il y en a 3, mais le troisième, vous lirez le livre si vous voulez. Donc j'en fais que 2. Un des problèmes, c'est la question religieuse. Parce que plus ça va aller, plus une partie du mouvement révolutionnaire va mais c'est déjà ancien, hein, mais va accorder de l'importance notamment à la question cléricale, si vous voulez. La place que tient l'Église dans la structuration de la société au bénéfice du pouvoir en place est importante, et toute une partie de la gauche républicaine se vertèbre autour de l'anticléricalisme. Et de ce point de vue, Robespierre ne peut pas beaucoup les aider, parce que Robespierre a des discours contre l'athéisme, Robespierre, vous savez aussi, la cérémonie pour l'être suprême, tout ça, ça complique un peu les choses parfois pour une partie. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi ? C'est que le 19e siècle, c'est le siècle des industrialisations, et c'est le siècle de l'affirmation du capitalisme. Et la difficulté, c'est que Robespierre n'est pas, et les Jacobins ne sont pas des penseurs de l'alternative au capitalisme. Ce ne sont pas des penseurs post-capitalistes du tout, parce que c'est en dehors de leur horizon de pensée. Leur horizon, c'est plutôt la petite propriété individuelle. Ils ont presque un horizon qui est presque réactionnaire à certains égards, si je puis dire, sans me faire foudroyer par mon voisin. Mais quand même, en tout cas, c'est pas des gens qui pensent à la socialisation des moyens de production. Enfin, c'est clair, net et précis. Or, le 19e siècle, il va se retrouver confronté à ces questions, à cette réalité qu'est l'affirmation du capitalisme, et à l'émergence de ces contestations sous le nom d'anarchisme, de socialisme, de communisme, qui vont se penser et se développer à ce moment-là. Et donc l'articulation avec la figure de Robespierre et des Jacobins n'est pas évidente, en tout cas pas sur le mode de l'identification. L'identification, ça veut dire qu'est-ce que vous êtes ? Je suis Jacobin. Oui, mais si vous êtes sur l'association des moyens de production, vous voyez, c'est pas évident de se définir comme Jacobin si c'est ça que vous portez d'abord. Vous voyez, il y a cette difficulté-là, qui est la difficulté pour laquelle ils sont. Et ça va être des difficultés si importantes, pour aller vite, que ça va contribuer à faire reculer, en réalité,
la référence au jacobinisme dans cette partie la plus avancée peut-être du mouvement révolutionnaire français. Et donc, plus je n'arrive au deuxième temps, puisqu'il faut bien, je te vois qui me regarde. Donc j'avance. En gros, ça recule comme ça. Et pourtant, ça va repartir. Et alors, si j'ai juste une petite nuance. Alors, petite nuance quand même. Donc, ça recule comme ça. En tout cas, il y a des théoriciens qui bombardent beaucoup en disant ça suffit avec le jacobinisme, il faut répondre à de nouvelles questions. Le socialisme, le communisme, l'anarchisme, etc. C'est les questions-là. Et donc, il faut larguer ces trucs qui nous enchaînent à des questions dépassées. Très bien. Il y a beaucoup de Proudhon, plein de gens comme ça. Canonne un peu durement la référence au jacobinisme. Mais, ce qui est frappant quand même, c'est que quand vous êtes sous le Second Empire, donc dans les années 50, 60 du 19e siècle, quand vous avez des saisies chez des militants révolutionnaires, qu'est-ce que vous trouvez à la fin quand même ? Vous trouvez buste de Robespierre, vous trouvez des textes, etc., différents textes, le truc dont je vous ai parlé, de déclaration 93. Donc en fait, il faut se méfier. L'histoire des idées, c'est sympa, mais en fait, quand on creuse un peu dans la réalité de la France révolutionnaire, en fait, la filiation et la référence à cet univers-là, jacobine, qui reste associé, quoi que vous fassiez, à des moments d'intensité démocratique, il faut dire qu'il y a des discours qui sont très forts aussi, de Robespierre, ça reste là, en profondeur, si je puis dire quand même. Bon, pourquoi ça revient par-delà ce que j'ai pu dire là ? Ça revient à un moment très particulier, qui est 1935. Pourquoi ça revient en 1935 ? Parce que vous vous souvenez que vous avez au début des années 1920 l'affirmation du fascisme en Italie et que la tache brune grossit dans nombre de pays européens jusqu'à toucher ce qui devait être le relais de l'Union soviétique pour la révolution mondiale, à savoir l'Allemagne. Et l'Allemagne, 1933, donc c'est la victoire des nazis. Et en 1934, en France, le 6 février 1934, les ligues d'extrême droite, qu'on appelle à l'époque les ligues fascistes, menacent de s'emparer du pouvoir. Donc ça remue un peu quand même, si je puis dire, de ce point de vue. Or, si on regarde ce qu'est le fascisme, non pas ce que nous pouvons décrire, nous, du fascisme, c'est pas ça, mais ce que les fascistes disent d'eux-mêmes, de ce qu'ils portent. En tout cas, ce que Mussolini écrit dans l'article fascisme qu'il consacre dans l'encyclopédie italienne. Par quoi il commence ? Il commence par dire que le fascisme, c'est le refus des principes de 1789. Donc le fascisme se définit d'abord comme un refus des principes de la Révolution française. C'est facile à comprendre. Si il n'y a qu'une seule chose à retenir de 89, on pense à la Déclaration des droits de l'homme, et vous en connaissez tous le début, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça, c'est pas possible pour un fasciste. Pour un fasciste, il n'y a pas des hommes égaux, il y a des êtres humains qui sont inégaux. Il y a des forts qui doivent commander, des faibles qui doivent suivre, puis il y a des femmes, il n'y a pas d'égalité. Vous voyez. Donc c'est une pensée inégalitaire, le fascisme, une pensée anti-révolutionnaire, une pensée inégalitaire. Et donc, si je puis dire, à cette espèce de mémoire profonde que tout le monde sent quand même à gauche de la Révolution française, qui existe d'une part, et d'autre part au défi fasciste qui est posé pour la France aussi à ce moment-là, la réponse qui va être faite, c'est le 14 juillet 1935, avec une des plus grandes manifestations du premier tiers du XXe siècle, une grande mobilisation du Front populaire pour le Front populaire antifasciste. Et donc on l'a fait le 14 juillet 1935, parce que c'est ça dont il est question aussi, quand même, ce défi qui est porté directement à cela. Et donc à cette occasion, on va avoir toute une espèce de résurrection, si je puis dire, des références à la Révolution française, résurrection qui avait été un peu gênée dans le mouvement ouvrier par le fait que la Révolution française, la bourgeoisie au pouvoir en avait plein la bouche, si je puis dire, et en même temps qu'elle vous tirait dessus, si je puis dire. Donc c'était un peu compliqué parfois pour le mouvement ouvrier de se revendiquer de la Révolution française. En tout cas, quelqu'un comme Jules Guesde, par exemple, une grande figure du socialisme de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, un contemporain de Jaurès,
qui Jaurès n'était pas sur la même ligne, mais Jules Guesde disait en gros voilà, la Révolution française c'est la révolution bourgeoise, elle ne nous intéresse pas, nous on a une nouvelle révolution à faire, terminé. Bon voilà, eh ben d'accord, mais 1935 voilà, là on reprend si je puis dire, on reprend cette affaire. Évidemment, on reprend, donc le mouvement ouvrier reprend, donc les socialistes n'étaient pas beaucoup plus chauds que les communistes pour repartir là-dessus, quand vous regardez un peu la presse syndicale, etc., et la presse du Populaire, qui était le journal des socialistes, vous voyez que c'est compliqué parce que, en gros, il y a eu une sorte de captation de la Révolution, et notamment des figures jacobines, et notamment de Robespierre, par les radicaux comme Clémenceau, qui ont un peu capté cette référence-là, et donc à la fin... quand Clémenceau vous tire dessus, vous avez du mal à reprendre le héros qu'il brandit lui-même, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais 35, on reprend. Tout le monde repart. Et il y a même un chassé-croisé qui va s'opérer en quelques années, ce qui est surprenant. Puisqu'en fait, les communistes, qu'on n'attendait pas forcément là, eh bien, vont vraiment se mettre au premier rang de la filiation, pas de l'identification, mais de la filiation par rapport aux Jacobins, en disant, bien sûr que nous ne sommes pas Jacobins, mais nous sommes, à notre temps, ce que les Jacobins étaient au leur. C'est-à-dire les révolutionnaires les plus conséquents et les plus avancés. C'est ça l'idée. Et de fait, en région parisienne, il y a une station de métro Robespierre, elle est due juste à un homme, c'est Jacques Duclos, qui était le numéro 2 du Parti communiste et qui était installé à Montreuil, et qui, quand la station de métro sort, s'assure que la voirie par laquelle sort le métro s'appelle Robespierre, on est à Montreuil, ville communiste, pour que le métro s'appelle Robespierre. Voilà, il n'y a pas d'autres équivalents de ce point de vue-là, il n'y a pas de statue de Robespierre, il n'y a pas de métro Robespierre dans Paris même. Bien, donc il y a cette revendication, cette filiation jacobine qui se fait à ce moment-là par les communistes, au moment même où les radicaux, plus le Front populaire va aller, plus les radicaux vont même se démarquer eux-mêmes de cette figure-là, puisque quand les radicaux fêtent le 150e anniversaire de la Révolution française, le Front populaire est mort, on est en 1939, et à ce moment-là, les radicaux qui se tiennent les manettes, c'est-à-dire Daladier qui tient le gouvernement et Herriot qui tient la Chambre des députés, les deux vont dire, contre Clémenceau, le radicaux du début de la période précédente, la Révolution n'est pas un bloc, donc on ne veut pas de 93, et Robespierre a trop consulté les manes irascibles de Rousseau, etc. Donc il y a un rejet de la figure jacobine, alors que c'est Clémenceau et les radicaux à la période précédente qui s'étaient battus pour dire au contraire qu'il fallait donner plus de place à 93 et aux jacobins. Donc il y a un chassé-croisé, et dans le même temps, cette affiliation communiste marche d'autant mieux que ce qui se vend quand on veut étudier la Révolution française à ce moment-là, c'est pas du tout les grands qui se vendent, mais pas à ce point-là. Les grands historiens plutôt Front populaire de l'époque, c'est-à-dire quelqu'un comme Georges Lefebvre, puisqu'on est dans le Nord, j'en dis un petit mot quand même, Georges Lefebvre, ou d'autres plus jeunes qui écrivent parfois sous pseudonyme, comme Albert Soboul, qui fait déjà des publications dans ces années 30 à ce moment-là. Ceux qui sont à l'origine des vrais best-sellers sur la Révolution française, c'est la contre-révolution. C'est la contre-révolution qui fait les plus gros tirages sur la Révolution française, avec des retirages qui traînent depuis des années, on réédite des vieilleries, mais aussi avec des publications nouvelles, la plus importante d'entre elles étant celle de Pierre Gaxotte, qui sort en 1928, qui s'appelle La Révolution française. Gaxotte, c'est la contre-révolution parfaite, mais qu'est-ce qu'il apporte quand on lit l'Action française, quand on lit les comptes rendus qui sont faits de son bouquin? Pourquoi c'est super important de dire Gaxotte? Pourquoi c'est très bien? Qu'est-ce qu'il y a de neuf avec l'apport de Gaxotte? Eh ben, qu'est-ce qu'il nous raconte? Typiquement Jacques Bainville, qui était le patron de la collection, il dit, Gaxotte est très important. Pourquoi? Parce qu'il met au cœur de l'explication de la Révolution française le jacobinisme. Bon, c'est pas si nouveau, en réalité Taine l'avait fait déjà avant lui, mais surtout parce qu'il montre bien que le jacobinisme, c'est le communisme. Bon, ben voilà. Donc, vous voyez, là, ça marche aussi dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez d'une part les communistes qui s'affilient aux jacobins, et de l'autre, en face, l'extrême droite qui dit « les jacobins, c'est les communistes ». Donc, vous voyez, ça colle dans les deux cas, si je peux dire, en pour ou en contre, un peu comme dans les années 30 du 19e siècle. Ça continue avec la résistance, et j'en arrive finalement à l'explicitation du paradoxe par lequel tu m'avais fait commencer par ta question, c'est-à-dire, en gros, pourquoi on ne peut pas dire que ce soit tellement une victoire de la contre-révolution, mais pourquoi l'image par laquelle a commencé Côme, finalement, elle ne vient pas tellement de la contre-révolution d'abord. Il faut donc que j'arrive à pourquoi est-ce que ça repart une dernière fois, si je puis dire. Et bien là, c'est parce qu'il faut se placer dans les années 1960 et 70 du XXe siècle.
Quelle est la situation politique de la France à cette période-là? La situation politique de la France à cette période-là, c'est que vous avez la droite qui est au pouvoir, mais à gauche, la première formation politique, c'est le Parti communiste français. Et de très loin, depuis la Libération. De très loin. Et à tel plus très loin, parce qu'à tel point qu'on dit les autres s'appellent la gauche non communiste. C'est dire, vous voyez, quand vous commencez à vous définir en creux par rapport aux autres, c'est que vous êtes bien enfoncé. Bon, simplement, ils ne veulent pas rester minoritaires éternellement, et donc il y a un certain nombre de personnes qui vont commencer à essayer de réfléchir à une alternative, c'est-à-dire à faire monter une gauche qui ne soit pas une gauche communiste. Et parmi ces personnes, il y a un historien important qui s'appelle François Furet. Et François Furet, qui est un historien important, qui vient du communisme, qui a rompu avec le communisme et qui cherche à porter une nouvelle gauche et qui soit décommunisée. Et donc, il se lance avec d'autres dans une entreprise intellectuelle tout à fait respectable en tant que telle, qui consiste à essayer d'aller penser tout ça jusqu'au bout. Et donc, pour décommuniser la gauche, eh bien, en fait, lui pense qu'il faut déjacobiniser la révolution. Et donc, Furet n'est pas un contre-révolutionnaire. Hein. Furet est un homme de gauche, un homme de France Observateur, etc. C'est pas du tout l'Action française, hein, ne nous confondons pas. Donc, Furet va se lancer dans une opération très rude, si je puis dire, à l'endroit des Jacobins, en mettant à plein dans la terreur, etc., et une vision très années 70, c'est-à-dire très totalitaire. À la fin, le grand mot des années 70, c'est celui-là, c'est totalitarisme, qui est un mot qui permet de transférer un peu les sèmes d'infamie qui pesaient sur le fascisme pour y englober et en réalité ne plus tirer principalement que sur la question communiste en réalité. C'est ça le totalitarisme dans les années 70. Avec ses philosophes, donc Bernard-Henri Lévy, avec Glucksmann, Père, etc. etc. Et donc, toute cette nébuleuse-là va effectivement tirer consciencieusement contre les Jacobins qui vont apparaître comme une figure du proto-totalitarisme, si vous voulez, comme des communistes, finalement. Voilà, c'est bien ça le problème, en réalité. Et cette affaire n'est pas qu'une affaire de Sorbonnards ou de je sais pas quoi, d'universitaires avec leurs 10 lecteurs et leurs 300 étudiants. C'est pas ça du tout. C'est parce que, d'une part, c'est la Révolution, donc on en parle dans la presse, grand tirage, Le Monde, France Observateur, même à la télévision. Mais c'est pas ça. C'est que, par ailleurs, vous avez même des trucs de forte puissance. Dans les années 80, il y a un film, un très beau film d'ailleurs, de Vajda qui s'appelle Danton. Et quand vous voyez Danton, ce film qui est dans les années 80, au moment où la Pologne socialiste est vraiment à un visage très particulier, quand vous voyez ce film Danton, qui est un film qui marche extrêmement fort, hein, Danton est joué par Depardieu, vous voyez, donc on est vraiment dans le... Voilà. Bon, voilà. Eh bien, quand vous voyez Robespierre et ses amis, tout le monde voit aussitôt de quoi il s'agit. C'est Jaruzelski et tout le pouvoir répressif de la Pologne socialiste. C'est clair et comme de l'eau de roche. Donc, si vous voulez, c'est pas juste trois historiens dans leur coin. Là, on a vraiment eu toute une offensive générale, si je puis dire, qui véhicule cette même idée que le jacobinisme, c'est le totalitarisme et que c'est un problème et que, vous voyez, et que c'est le communisme stalinisé, post-stalinisé, tout ce qu'on voudra, etc. Et qu'il faut s'en débarrasser. Et la traduction politique, enfin, elle est portée notamment dans un congrès socialiste par un socialiste de relativement fraîche date, qui s'appelle Michel Rocard, qui à un moment essaie de penser qu'il existe deux gauches. Il y a une première gauche, qui n'est pas bien, il y a une deuxième gauche, celle qui porte, qui est bien. Et quels sont les adjectifs qu'il donne? Il y en a 4 pour la première, 4 pour la deuxième. C'est Jardin à la française, équilibré. Et le premier adjectif qu'il donne pour la première gauche, c'est jacobine. Elle est jacobine. Ça veut dire elle est centralisatrice, elle étouffe les individus par une forte place de l'État, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait,
cette définition rocardienne, rocardo-furto, vachedienne, enfin, tout cet univers-là, si je puis dire, c'est celle qui l'emporte un peu aujourd'hui, en réalité, dans cette association qui dit jacobin, c'est l'État oppressif, central, répressif. Voilà, c'est ça. C'est une définition qui, en réalité, a été beaucoup popularisée par Rocard, Furet, etc. C'est-à-dire pas par la contre-révolution. À ceci près que les années 1980, avec la Porsche du bicentenaire, voient, parce que la contre-révolution, la vraie, si je puis dire, voit tout le profit qu'elle a tiré de cette chose-là. Et donc, elle se camoufle un peu en disant, tous les livres, vous prenez De Villiers, maintenant tout le monde le connaît par cœur, mais De Villiers c'est un peu une star de 89, où il prend beaucoup plus de lumière à ce moment-là que par le passé, même s'il a été vaguement sous-ministre dans les années 80 un peu plus tôt. Mais en 89, voilà, il fait sur tous les plateaux, parce qu'il fait un petit bouquin qui est Lettre ouverte au coupeur de tête du bicentenaire, et que je vous recommande parce que... Oui, je devais manquer un adjectif un peu terrible, que je vous recommande parce que, comme il pose un peu en intellectuel, vraiment, c'est d'un tel niveau de ridicule que je vous recommande de le lire, parce que c'est vraiment un niveau de grotesque difficile à atteindre. Mais, en tout cas, bref, vraiment, c'est un de mes grands regrets dans le livre, j'ai dû beaucoup supprimer les citations de ça, parce que c'est tellement... Enfin, bref. Bon, et donc, en tout cas, De Villiers, donc évidemment, il ne peut pas tirer à boulet rouge sur 89, parce que c'est quand même... C'est trop dur, si vous voulez. C'est enraciné dans le pays, c'est trop difficile. Mais par contre... d'ailleurs, il dit 89, on en parle beaucoup, mais dans le fond, ce qu'il y a d'intéressant, ça n'est jamais que l'évangile. C'est-à-dire que, voilà, voilà. Donc en fait, tout ce qui est positif dans 89, ça n'est jamais que la reprise de l'évangile. Donc c'est pas intéressant. Mais par contre, l'horreur absolue, c'est évidemment 93, Jacobin, tac, 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 tac. Et là, il y va extrêmement fort. Mais il dit, mais c'est pas moi qui le dis. C'est François Furet, c'est les gens de gauche qui le disent, c'est même pas moi qui le dis. Donc à chaque fois, tout le monde dit, mais c'est pas moi, c'est François Furet, c'est la gauche, c'est les conservateurs. Donc en fait, il y a un usage ultra massif par la contre-révolution de François Furet contre François Furet. François Furet n'est pas contre-révolutionnaire, mais il est extrêmement utilisé par lui, ou alors par une figure qui s'appelle Pierre Chaunu, qui est un très grand historien du XVIe siècle, mais qui, c'est un spécialiste de Séville et l'Atlantique au XVIe siècle, et qui se retrouve ultra populaire sur tous les plateaux de télé au moment du bicentenaire, pour parler de la Révolution française. Donc c'est pas le même terrain, ni géographique, ni historique, mais c'est pas grave, il est historien, donc on est valable sur tout terrain, tout est bon. Et donc Chaunu, lui, c'est de la contre-révolution pure et dure. Chaque fois qu'il passe devant le lycée Carnot, il crache devant, parce que, pour rappeler tout ça, il est contre l'IVG, c'est un contre-révolutionnaire classique, il coffre toutes les cases. Et lui, il dit, mais c'est pas moi, c'est François Furet. Je vous dis tous ces bouquins, il dit, c'est pas moi, c'est François Furet. Donc voilà, donc en fait, pour résumer, oui, on peut considérer qu'il y a une victoire de la contre-révolution, dans la mesure où ces thèmes-là, ils sont à l'aise comme des poissons dans l'eau, mais en réalité, la victoire idéologique, elle ne s'obtient que parce que il y a cette offensive qui se fait de ce côté-là. Et pour finir d'un mot, parce qu'effectivement... commencer avec une tonalité très pessimiste que je ne peux pas démentir complètement, mais quand même, je veux rappeler ici un souvenir que vous avez sans doute, parce que je vois personne qui ait moins de 18 ans, donc vous devez avoir ça en tête. Encore, c'est les années... on est en 2025, c'est ça, oui, ça fait déjà presque 15 ans. Vous vous remettez, oui, il y a 10 ans, quoi, il y a 10-12 ans, quand le front de gauche se constitue, donc on est en 2008-2009, quand le front de gauche se constitue, d'un seul coup, il y a une espèce, mais qui vient d'en haut, si je peux dire, il y a une espèce de résurrection de la Révolution française qui reparaît, dans les discours, Robespierre, les Jacobins, qui avaient disparu un peu des paysages, parce que les communistes qui le portaient beaucoup, un, se sont affaiblis, et deux, ont déjà géré la dissociation par rapport au goulag, et c'est difficile de s'en dissocier en sortant Robespierre du placard pour dire nous on n'avait rien à voir avec les goulags, mais Robespierre c'est très bien, c'est pas très facile, donc c'est vrai que les communistes faiblissent un peu sur leur position par rapport aux Jacobins, donc effectivement ça c'est sûr, mais néanmoins c'est vrai que ces années 2010 sont assez frappantes, si on travaille sur les Jacobins, par une espèce de retour de flamme. Comment dire, des Jacobins, il y a même des livres dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière qui fait un bouquin sur les Jacobins, on parle beaucoup à ce moment-là. Alors oui, c'est vrai, c'est un peu plus récent. Et puis ça a un peu disparu, Mélenchon ne parle plus des Jacobins, tout ça, cette parenthèse, c'est un peu refermé. Mais ce que j'en retire quand même, c'est que quand un discours politique fait ressurgir le thème de la Révolution française,
En général, ça répond en bas, parce que vous vous souvenez peut-être des défilés qu'il y a pu avoir avec des cocardes, des machins, tout l'attirail révolutionnaire est ressorti sans que personne ait eu besoin de vous l'envoyer depuis le QG de je ne sais quel parti politique. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que dans le fond, je crois quand même que la référence à la Révolution française, elle est profondément enracinée à l'intérieur de notre peuple. Et donc, quand même, quand on souffle un peu sur les braises, ça repart assez facilement. Et ça explique aussi pourquoi quelqu'un comme De Villiers, tout contre-révolutionnaire qu'il soit, ou, plus caractéristique, des gens comme Le Pen, par exemple, père et fille, mais même le père, ont toujours bien de la difficulté à prendre de front 89 au sens strict. Ils font des opérations comme ça. Je dois nuancer malgré tout, en parlant de Bolloré, qui est moins opportuniste parce qu'il n'a pas de logique électorale derrière lui, et qui sait artiller comme il faut contre 89, y compris, si besoin, par son empire médiatique et de presse, mais par quoi on ne fait jamais que retrouver les logiques qui ne sont pas extrêmement neuves, qui dominaient déjà à l'époque de Jacques Bainville et des grands magnats de la presse et de l'édition au début du XXe siècle. Bolloré n'est pas non plus un homme d'une nouveauté absolument extraordinaire. Il s'inscrit dans une filiation aussi qui a derrière lui pas mal de figures de même acabit, qui évidemment, dans les années 40, évidemment, ont eu des destins parfois un peu contrariés. Mais bon, voilà. D'accord. Bah, super. Bonjour. Ouais, du coup, moi j'ai une question plutôt sur l'aspect militant du club des Jacobins. Vous aviez dit, c'était plusieurs centaines de milliers de personnes qui participaient dans toute la France. À Paris, on y rentrait comme ça, les séances étaient ouvertes et je suppose ailleurs aussi. Et moi je me demande comment articuler ça, ou comment est-ce qu'on a articulé ça au cours de l'histoire avec le grand mal un peu peut-être du siècle ou de nos contemporains, qui est la politisation du peuple en fait. Et comment dire, aujourd'hui on dit souvent que les gens sont dépolitisés ou se désintéressent de la politique. Moi j'y crois pas. Moi je pense que c'est surtout que les gens ont du mal à exprimer exprimer la politique en fait, parce qu'on leur demande qu'aux échéances, aux présidentielles, il y a très peu de politique dans le quotidien des gens. Pour autant ils sont très intéressés, et je trouve que ces clubs peut-être permettaient de répondre à ce besoin qu'avait le peuple à l'époque. Et donc ma question, comment est-ce que ça a été articulé? Est-ce qu'on a eu d'autres exemples de rassemblements comme ça au cours de l'histoire, ou bien est-ce qu'on pourrait refaire des clubs? Enfin, est-ce que c'est pas utopiste de le penser? Voilà, comment répondre à ce mal des contemporains, quoi. Voilà. Voilà, merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Ma question porte sur, vous avez fait mention au départ des premiers clubs qui arrivent en France, si je me souviens bien, c'est quelques années avant la Révolution française. Et est-ce que on peut imaginer que ces premiers clubs, eux-mêmes ont favorisé l'émergence de la Révolution française? Parce que moi, je trouve ça toujours surprenant qu'en 1789, tous les députés du tiers-État se réunissent dans une salle et disent... est-ce qu'il n'y a pas eu une coordination avant dont les premiers clubs auraient pu être... je vais peut-être un peu loin, mais voilà. Est-ce que les premiers clubs qui ont existé, est-ce qu'on a une notion que ça ait pu favoriser la Révolution française, ou est-ce que pas du tout? Alors, je vais répondre rapidement à cette question-là pour commencer. Non, les clubs précédents n'ont pas, de toute façon, entraîné la Révolution française. Par contre, ils ont pu permettre de nourrir un certain nombre de débats qui ont entretenu cette atmosphère qui est celle de la France dans les 2-3 dernières années avant la Révolution française, qui est une atmosphère un peu d'effervescence, de débat, de prise de position, etc. Et ces clubs ont pu y participer. Je pense notamment à l'un d'entre eux, qui est aussi le plus structuré, qui a été créé en février 1788, qui s'appelle la Société des Amis des Noirs, qui a été créé à Paris, et qui est un club qui s'inscrit dans tout un courant atlantique, anglais, américain, qui est celui du courant abolitionniste par rapport à la question de l'esclavage. Alors c'est un club qui ne demande pas l'abolition de l'esclavage, il la demande à terme, mais pour l'immédiat il demande l'abolition de la traite esclavagiste, l'abolition du commerce des êtres humains, et à terme l'abolition de l'esclavage. Et donc par exemple là voilà, c'est un des clubs, vous voyez, mais c'est sur une question précise, la question de l'esclavage, qui est une question fondamentale par ailleurs, mais c'est sur une question précise. Et là on retrouve dans ce club plein de grandes figures du mouvement patriote de la veille de la Révolution, qui seront ensuite dans le club jacobin, mais quelque part
départ, ce club, il n'a pas préparé la Révolution. Il a participé d'une atmosphère qui était celle d'innombrables débats à la veille de la Révolution. Et ça permet de répondre à votre interrogation, c'est-à-dire qu'en fait, 89, c'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Je crois que c'est Victor Hugo dans Les Misérables qui dit un truc comme ça. C'est que l'orage grondait en réalité. C'est-à-dire qu'il y avait des débats dans tous les sens sur tout un tas de choses, et on s'était mis à discuter de tout un tas de choses, y compris de l'ordre politique, avant même que le 20 juin 1789, les députés du tiers-État prêtent le serment du jeu de paume. C'est-à-dire que l'idée qui est défendue ce jour-là, qui est celle de constitution, c'est une idée qu'on entend déjà depuis des mois en France, en réalité, qu'il faut une constitution pour la France. Voilà. Les États-Unis, en 1776, ont adopté des déclarations des droits, en même temps qu'on faisait la Révolution américaine. Juin 1776, déclaration des droits de l'État de Virginie, l'article 1, c'est quasiment les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est pas tout à fait formulé comme ça, mais voilà, il y a déjà les idées. La déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet 1776, elle justifie l'indépendance par la philosophie des Lumières, par l'idée du droit naturel. Voilà, c'est-à-dire que c'est des idées qui circulent et qui sont là et qui commencent à être saisies à droite et à gauche. Enfin, je laisserai Guillaume répondre plus amplement, mais sur la question des clubs, ils ont évidemment servi à la politisation à l'époque, dans le passé. Ils ont été même des leviers essentiels de politisation, et ils ont été aussi des leviers essentiels d'une conception de la citoyenneté qui était beaucoup plus riche à l'époque que ce qu'elle n'est aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on attend du citoyen que tous les 5 ans, il aille voter, principalement pour la présidentielle, parce que c'est supposé être l'élection la plus importante, et puis entre-temps, il devrait s'en remettre à des représentants. Les clubs, c'est au contraire les leviers d'une autre conception de la citoyenneté, qui est de dire le citoyen, c'est pas seulement un électeur, c'est quelqu'un qui s'investit en permanence dans la chose publique. Ça peut passer par la rue, mais ça peut passer par des pétitions, ça peut passer par des prises de parole. Et puis les clubs ont également une fonction de vigilance, on estime à l'époque, c'est-à-dire on est au tout début de la démocratie représentative. La France, la Révolution française, c'est le début de la démocratie représentative en France. Et on tâtonne, on se dit c'est quoi la démocratie représentative? On élit des personnes qui vont représenter le peuple souverain, mais on les élit pour 2 ans, 3 ans, et est-ce qu'elles vont pas faire n'importe quoi entre-temps et arrêter de représenter les citoyens pour représenter leurs propres intérêts? Je crois qu'on n'a pas fini de se poser ces questions-là aujourd'hui. Eh ben, on se dit, à l'époque où on découvre ça, on se dit comment on peut faire pour être sûr que ces personnes qui ont été élues, eh bien, continuent bien de représenter ce qu'elles devaient représenter, le peuple, et pas seulement elles-mêmes. Eh ben, les clubs pensent que pour ça, ils ont un devoir de vigilance, de surveillance vis-à-vis des personnes qui sont élues, une sorte de 4e pouvoir, si vous voulez, qui ne serait pas institutionnalisé. Voilà, et je laisse Guillaume pour la suite s'il veut. J'étais en train de réfléchir parce que la question elle est importante, mais elle est assez complexe. Alors je vais faire le plus facile déjà de la réponse, et puis je sais pas si... non, il n'y a pas un petit coup à boire, donc sans coup à boire, peut-être qu'on poursuivra après pour essayer de réfléchir à la suite de la réponse un peu compliquée, mais faisons la réponse simple. Oui, il y a eu des rééditions, parce que la question est posée, est-ce qu'on peut rééditer, est-ce qu'on pourrait rééditer, est-ce qu'il faudrait rééditer? En tout cas, il y a eu des rééditions du Club des Jacobins. Il y en a au moins 2 qui sont faciles à identifier, en tout cas qui sont dans le livre, et qui sont le fruit de radicaux. Ce que je vous ai dit, les radicaux sont assez, pendant longtemps, on capte un peu les radicaux, c'est-à-dire c'est difficile à définir parce qu'en fait, c'est censé être la gauche très, très avancée pendant un moment, et puis après, ça va se passer plus au centre, si vous voulez, les radicaux. Et donc, à l'époque du Front populaire, typiquement, les jeunes radicaux, qui sont un peu en délicatesse par rapport à la partie la plus droitière du parti radical, justement, eux, veulent une sorte de retour aux sources, et donc vont pousser à la résurrection jacobine. Et dans la foulée de ça, dans le même moment, vous avez un certain nombre de figures radicales qui vont recréer un club des Jacobins. Et donc on va recréer un club des Jacobins, mais qui n'aura pas 500 000 adhérents, ni rien du tout. C'est un petit club des Jacobins, avec plutôt l'idée club de pensée, comme vont en faire pas mal les formations radicales ou parfois socialistes aussi, vont faire ce genre de choses. Et donc ce club, il existe dans les années 30, créé par Jacques Mitterrand, qui n'est pas de la même famille que François Mitterrand, ça ne s'écrit pas d'ailleurs exactement de la même manière, et ensuite ce sera relancé par un autre radical qui est plutôt proche de Mendès France, qui s'appelle Ernu, Charles Ernu, qui lui par contre, parti du mouvement radical, va lui entrer dans l'orbite de François Mitterrand en revanche jusqu'à devenir ministre à l'époque des années 1980. Donc il y a eu des rééditions, mais ces rééditions,
disent plutôt une sorte de mécontentement par rapport à quelque chose, mais n'ont rien à voir, si je puis dire, avec les clubs des Jacobins tels qu'ils ont pu exister de ce point de vue. Et donc c'était la partie la plus facile de la réponse, celle à laquelle je m'en tiendrai pour l'instant, et sur le fond, on verra plus tard. Voilà. Merci tout le monde, vous pouvez applaudir les intervenants. Alors, juste...